Parcours de choix, l'émission qui part à la rencontre d'individus à travers leur quotidien singulier et les choix qui ont façonné leur vie. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'est de la France, vers Pontarlier, une agglomération de 20 000 habitants, à la rencontre de Laurent Saillard. Notre décor, un studio d'enregistrement. Laurent est vidéaste et photographe. Son rêve, devenir cadreur pour la télévision. Il l'a mis de côté durant près de 20 ans et le touche maintenant du doigt. Sa particularité, il est entièrement autodidacte. Entre aventurier de tous les jours, atypique ou engagé, il y a un point commun, un parcours de choix. Bonjour Laurent. Salut Céline. Merci pour l'accueil dans ton studio. Avec grand plaisir. Alors, déjà, j'aimerais faire un arrêt sur image avant de te poser ma première question. Tu es créateur de sites internet, tu as créé et édité un magazine pour ados, lancé et animé des événements et spectacles pour faire connaître de jeunes talents, tenu ton émission de radio perso, chroniqueur puis animateur de radio locale, créé des films publicitaires pour des marques, tu es photographe, tu as travaillé à plusieurs reprises avec des grands noms de la télé, créé une émission podcast et YouTube pour faire connaître les dessous de la télévision, tu es co-créateur, enregistre, monte et commercialise une émission de développement personnel, et tout ça... Ça fait beaucoup. Ah ouais, et tout ça, avec 0 études et aucune formation. C'est vrai. Juste toi, ta passion. Et à chaque fois, il faut le dire, c'est une réussite. Bah, j'espère en tout cas. Mais du moins, ça fait du bien. Je me rends pas compte en fait de tout ce que j'ai fait. C'est dans la liste, je me dis ça fait beaucoup quand même. Mais c'est vrai que j'ai aucun diplôme. En fait, j'étais allergique à l'école. Depuis tout petit, en fait, en 6e, j'ai redoublé ma 6e, j'étais dernier de la classe, j'ai redoublé, j'étais encore dernier, j'ai redoublé, enfin, je suis passé de 4e à la 3e technologique, j'ai pas de diplôme, en fait, voilà. Et donc, alors, on va parler de tout ça, et moi, j'ai déjà donc une première question à te demander, c'est à quoi ressemble le petit Laurent ? Oula, eh ben déjà, le petit Laurent, si on le prend à partir de 10 ans, c'est déjà un enfant passionné de télévision. Alors, je ne saurais pas te dire d'où vient cette passion, mais depuis l'âge de 10 ans, je suis attiré par l'univers de la télévision. Mm-hmm. Je regarde des émissions, je regarde le nom des réalisateurs dans les génériques, mais je ne sais pas du tout pour quelle raison. Ce que personne ne fait. Enfin, j'ai envie de dire, non, moi, je regarde l'émission, bien sûr, mais générique de fin, déjà, c'est écrit en tout petit et tout. Mais toi, c'est ça qui t'intéresse, en fait. C'est ça. Et j'essayais toujours de capter, puisque c'est vrai que les génériques, ils déroulent assez vite. Et j'essayais toujours de capter le nom du réalisateur. Ouais. Voilà, mais je ne sais pas d'où ça vient. Et j'essayais toujours de repérer à quel endroit étaient les caméras dans le studio. J'adorais... Alors toi, si tu as connu le Club Dorothée ? Oh oui, bien sûr. Oui. J'étais fan. Bon bah voilà, le Club Dorothée, j'adorais regarder le mercredi après-midi, parce que le générique de début nous emmenait dans les coulisses du Club Dorothée en fait. Exact. Ça traversait en fait tous les plateaux des sitcoms et Hélène et les garçons. Oui. Bon, j'appréciais pas forcément ces séries, mais rien que pour voir les caméras j'adorais regarder le début du Club Dorothée. Okay. Juste pour ça. Ok, donc tu ne vois pas du tout la télévision de la même façon que la plupart des gens en fait. Je pense comme personne, sauf les professionnels de la télévision avec qui j'en parle souvent. Ils me disent nous c'est pareil, en fait on regarde tout ça. Ou on a commencé en regardant tout ça, ouais. En fait, j'avais ma chambre que j'avais transformée en studio de télévision et tous les soirs aux alentours de 20h, enfin c'est même pas aux alentours, j'attendais 20h pour animer une émission dans ma chambre. Donc je m'étais fabriqué des caméras en carton avec des boîtes de céréales que j'avais emballées de papier cadeau pour qu'elles soient un peu plus jolies. Et tous les soirs à 20h, je me plaçais devant ces caméras et j'avais mis un miroir genre un écran retour et j'animais mes émissions, voilà. Comme un pro. Oui, à peu près. Donc, comme un pro avec du papier carton, quoi. Exactement. Mais en fait, c'est ce que mes parents me disent aujourd'hui. Ils me disent, on a bien fait de te laisser jouer dans ta chambre à faire ces émissions-là, parce qu'aujourd'hui, j'ai fait de l'animation radio, je ne sais pas si on va en parler tout à l'heure, mais je pense que ces années passées dans ma chambre à parler tout seul, ça m'a aidé à faire de la radio plus tard. Dans l'ensemble, tu parais être un enfant plutôt créatif et intelligent.
comment s'est passée l'école pour Alors, toi? je sais pas si on peut dire intelligent. Écoute, voilà, c'est en tout cas mon point de vue. Bon, et bah, je c'est pense gentil. que ce sera le point de vue des auditeurs aussi. Comment s'est passée l'école? Alors, vraiment pas bien du tout. Et j'ai fait galérer mes parents pour les devoirs le soir. Mais je me revois à la table de la cuisine, au bout de la table, en train de faire mes devoirs, avachi, en pleurant à moitié. Mais en vrai, je m'excuse encore vers mes parents, quoi. Et l'école, non, c'était catastrophique. En fait, je faisais rien. Les dernières années de lycée, j'avais plus d'agenda, enfin, je notais rien, je faisais absolument rien. Et les profs, ils me le disaient. Puis ça, je me souviens d'un prof qui m'a dit, si tu continues comme ça, tu feras jamais rien. Mais cette phrase-là, aujourd'hui, j'ai envie de retrouver le prof et de lui dire, tiens, voilà, Mhm. est-ce que j'ai rien fait là? Mais pour en finir avec l'école, ouais, j'étais vraiment mauvais. Mais en Ok. fait, je pense que j'avais pas trouvé les personnes qui m'intéressaient et je savais ce que je voulais faire et ça m'intéressait pas du tout. Je voulais donc devenir caméraman, enfin cadreur de télévision. Mhm. Et à la fin de ma quatrième, on m'a dit, ben, pars en troisième technologique, puis après tu feras un BEP électronique. Et le BEP électronique, on était en train de souder des trucs, à faire des boîtes, enfin rien à voir, quoi. Ouais. Donc comment tu veux te passionner pour être cadreur en soudant des plaques électroniques, quoi. Bah oui. À 14 ans, puis à 15 ans, ton oncle te propose une aventure. En fait, c'est deux aventures sportives. Alors, je sais même pas pourquoi j'ai dit oui, en fait. En fait, la première année, c'était à 14 ans. Il m'avait proposé de faire le tour du Jura, il me semble, en vélo et lui en roller. Donc, on était parti sur quelques jours, je sais plus exactement combien. Et puis, bah, tu vois, en fait, c'est là que je me dis, en fait, j'ai toujours aimé les défis. Parce Mhm. qu'encore aujourd'hui, je réalise pas mal de défis. Bah, je pense que c'était d'ailleurs les premiers défis de ma vie, c'était ça, un petit tour de vélo. Et puis l'année d'après, on a traversé la France entre les Sables d'Olonne, donc à l'ouest de la France, jusqu'à Pontarlier, là où j'habite. Ça faisait Mhm. 800 km tout pile. J'ai la photo avec le 800 quand on est arrivé à Pontarlier. Et donc c'était sur une dizaine de jours. On a traversé la France avec ces longues lignes droites interminables. Oui. Et en fait, c'est là que tu te dis que le mental joue beaucoup. En fait, voilà. Il faut se dire tu vas y arriver et tu y arrives. Donc cela t'a donné le goût du défi, en fait, il semblerait. Tu parles de défi, mais c'est probablement l'un des éléments déclencheurs pour la préparation de ton futur avenir. Et ben en fait à cet âge-là, j'en savais rien du tout. Non, mais c'est seulement maintenant je me dis ah ouais, en fait, j'ai commencé jeune à faire des défis, quoi. Oui. Donc ouais, je pense que c'était un défi, le début de mes défis de la suite. Je te cite, tu veux tout faire, ce que tu as choisi, pour ne rien regretter. Oui. Et les choix commencent avec ton stage de fin de collège. Alors, stage de fin de collège. Alors, je sais plus, j'avais une quinzaine d'années, je pense, collège, un petit peu plus c'est jeune, à peu ouais. près ça, Ouais. 14-15 ans dans ces eaux-là, oui. Et en fait, bah, depuis 10 ans, comme je te le disais, je veux être caméraman à la télévision. Et à cette époque, il y a le Téléthon qui vient s'installer donc dans ma ville à Pontarlier. Donc le Téléthon, ça se déroule début décembre. Tu as le plateau principal qui est à Paris et tu as 5 ou 6 villes relais de Téléthon avec un car régie puis des animateurs et ils interviennent régulièrement pendant le direct. Et j'apprends donc qu'il y a ce Téléthon qui vient à Pontarlier. Alors là, je me suis dit, il faut absolument que je fasse partie de l'aventure. Et là, j'ai réussi à décrocher un petit stage de 2 ou 3 jours, je crois, avec France Télévisions, un stage d'observation. J'ai fait même un peu plus qu'observer puisqu'ils me mettaient les oreillettes pour tester les micros. Enfin, voilà, c'était trop bien. Donc c'est comme ça que ça a démarré. C'était mes premières expériences avec la télévision, quoi. Et je me souviens d'ailleurs d'un truc, c'est que quand le car régie est parti à la fin de ce Téléthon, je me suis senti triste. En fait, c'était tellement génial. Je me suis dit, bah en fait, ils vont tous continuer à aller travailler, puis moi, bah je suis là. Et l'aventure, c'est fini. Et là, ça m'a foutu un coup. J'en ai parlé à personne parce que je me suis dit, les gens, même mes parents, ils comprendraient pas que je sois triste. Mais ouais, je me souviens mais vraiment du moment, de l'instant, de l'endroit où j'étais quand j'ai ressenti ça. Et d'ailleurs, tu étais avec un réalisateur qui est connu maintenant, d'ailleurs. Tristan Carnet qui a réalisé sa toute première émission en direct. Donc avant, il était assistant réalisateur. Là, c'était son premier direct en tant que réalisateur. Et aujourd'hui, c'est l'un des 5 plus gros réalisateurs de télévision qui fait The Voice, Danse avec les stars, le Téléthon, les Energy Music Awards. Il a fait les élections présidentielles, etc., etc. Tu rentres dans le monde professionnel avec la création d'un site internet particulier. Tu Oui. nous en parles? Alors, je sais plus de quand ça date, j'ai plus les dates.
En fait, j'étais encore au lycée. Et je me suis dit, tu sais, c'était à l'époque où tu commençais à avoir l'ADSL, donc Internet qui commence à aller un petit peu plus vite que le boîtier qui fait du bruit. Et dans ma classe, j'avais un gars qui faisait des sites Internet. Et puis je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer, je vais créer une page. Et j'avais trouvé le nom Ici y a tout. Et sur le site, il y avait absolument rien du tout. Et j'avais juste une page avec des petites animations, enfin des petits gifs et compagnie. Et puis au fur et à mesure, donc j'ai commencé à compléter ce site. C'était à l'époque où les skyblogs, tu as connu aussi peut-être ? Bien sûr, Voilà. oui. Les skyblogs commençaient à prendre de l'ampleur. On avait tous un skyblog où on racontait notre vie, etc. Et j'ai commencé à mettre sur ce site des images, des citations, des poèmes, des questionnaires, des trucs comme ça. Et tout le monde venait se servir pour mettre sur les skyblogs. Et en fait, mon site iciatout.com a commencé à prendre de l'ampleur, puisqu'à la fin de l'aventure, j'arrivais à 30 000 visiteurs par jour, 250 000 pages vues par jour. C'était un truc de fou. En fait, un jour, je travaillais avec mon papa dans le bâtiment. Et puis, j'ai arrêté. Et ils me disent, tu veux faire quoi ? Je lui dis, là, c'est le moment où je vais vivre de mon site internet. Parce que je commençais à avoir des revenus un petit peu. Et en fait, oui, ça m'a fait vivre pendant 3 ans. Donc j'ai vécu des publicités sur le site internet. Oui. Et pendant 3 ans, c'était le site principal de contenu pour blog. Mais encore une fois, j'ai même pas fait exprès. Enfin, c'est arrivé un petit peu. C'est de la passion, quoi. En fait, tu penses à la place des autres utilisateurs et tu leur apportes ce dont ils ont besoin. Voilà, exactement. Et c'est comme ça que ça a pris. Dans les poèmes, tout ça, je glissais le iciatout.com à la fin du texte. Mm-hmm. Du coup, quand les gens faisaient un copier-coller, il y avait la pub qui se dispersait en fait sur les skyblogs. Oui. Toutes les images aussi, je mettais iciatout.com. Et du coup, ça me faisait ma pub et les gens venaient sur le site internet. Comme tu disais, donc tu as pu vivre de ça Pendant 3 ans. Ouais, exactement. C'est magnifique. Et après, l'aventure a pris fin le jour où Facebook a commencé à décoller. Oui. Et du coup, les skyblogs se sont effondrés. Forcément. Et après, plus personne n'a eu besoin de Ici à tout. Donc voilà. Mais quand je regardais les chiffres, je suis retombé il n'y a pas si longtemps dans mon grenier sur les chiffres que je faisais, mais c'était ouf. À la suite de ça, tu rentres à la radio. Oui. Tu nous parles de ça ? Du coup, ça a un lien avec iciatout.net, puisque j'avais des copains qui ont lancé en fait un site de blog. Ça s'appelait Oldie Blog à l'époque. Et dessus, ils avaient créé une petite web radio. Et je leur avais demandé si je pouvais faire animateur radio dessus. Et du coup, tous les soirs, je crois, à partir de 20h jusqu'à 22h, tous les soirs pendant 2 heures, j'étais fou. J'animais une émission, tu sais, avec le vieux micro, les vieux micros sur ordinateur. Je lançais mes petites musiques téléchargées illégalement sur Casa ou sur Emule. On pouvait encore faire ça à l'époque. C'est ça, exactement. Et du coup, j'animais tous les soirs une émission. Et un jour, j'ai eu l'idée d'envoyer une petite maquette à une radio associative qui s'appelle Village FM. C'est l'une ou voire même la seule radio rurale qui existe encore en France, qui se situe donc en Franche-Comté. Et là, j'ai pu commencer à animer une émission tous les vendredis soirs, je crois. Ensuite, tous les samedis matins. Pour continuer, j'ai pris une petite maquette de cette radio. Je l'ai envoyée à une radio, cette fois-ci commerciale. Et j'ai commencé à faire des chroniques sur une radio commerciale qui s'appelle Plein Air en Franche-Comté. Et après ces chroniques, je suis devenu animateur et salarié donc de la radio Plein Air. D'accord. Et puis tu as fait ça pendant plusieurs années. Oui, pendant plusieurs années, tout à fait. Voilà. Combien de temps à peu près ? Il y a eu deux parties, donc je ne sais pas, peut-être 6-7 ans, je vais dire. Ok. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à faire de la radio ? Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie d'en faire ? Ouais, je pense que ça vient donc des émissions que j'animais dans ma chambre. Et je me suis peut-être dit aussi, vu que j'arrive pas à être caméraman, mon rêve de tout petit, je vais faire autre chose qui me plaît. Donc parler dans un micro et mettre de la musique, ce que je faisais dans ma chambre quand j'étais petit. Voilà. D'accord. Et à quoi ressemblaient tes émissions ? Enfin, je pense que tu en as eu plusieurs. Tu peux nous en décrire quelques-unes ? Ouais, après c'était toujours un petit peu pareil. En fait, j'ai toujours pris la même recette. Ok, très bien. Donc il y avait, je sais pas, chronique People. Il y avait toujours une chronique sur les coulisses de la télévision, forcément. Donc actualité des médias en fait. Donc ça, la chronique média, je l'ai traîné partout, que ce soit sur Village FM, la radio rurale, ou alors sur Plein Air, la radio régionale. J'ai toujours eu ma chronique média, parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur d'avoir ça, quoi. D'accord. Et puis, à côté de la radio, il y a aussi la photo. Voilà, et je crois que c'est arrivé un petit peu dans le même temps d'ailleurs. C'est mon site internet, donc iciatout.com, grâce aux revenus
que j'ai pu avoir, j'ai commencé à investir dans du matériel photo, donc dans des flashs, éclairage, appareils photo, etc. Et c'est comme ça que j'ai commencé. D'ailleurs, j'avais un studio photo en bas du studio de la radio. Voilà, à Village FM. Ok. Il m'avait prêté une petite pièce où je pouvais faire des séances photo. Et c'est comme ça que c'est venu. Ok, très bien. Et donc, pareil, tout ça sans formation. Tu t'es formé Sans en fait tout formation. seul. Ouais, je me suis pas mal énervé. En fait, dans tout ce que j'ai fait, je me suis pas mal énervé. J'ai un peu du mal avec le fait d'apprendre avec quelqu'un. Ok. Du coup, je préfère essayer, me débrouiller tout seul et avoir des conseils que de suivre des formations. Bon, là, maintenant, c'est vrai que si on veut apprendre même un métier, quelque chose ou une passion, c'est assez simple parce qu'on a énormément de tutos sur YouTube et plein d'autres plateformes. Mais à l'époque, alors je dis pas qu'il y en avait pas, mais il y en avait beaucoup moins. En tout cas, YouTube n'était pas aussi développé. Donc, comment tu as fait? C'est vrai qu'il n'y avait pas toutes ces vidéos qu'il y a maintenant, hein. Puis ça ne nous venait même pas à l'idée de taper sur internet tuto apprendre à faire des photos. C'était, je sais même pas je sais même pas comment c'est venu en fait. Mais c'est vrai que je galérais en général, tu sais, avec le petit calepin que tu avais dans la boîte quand tu achetais ton appareil photo, à faire les réglages. Le mode d'emploi, en Voilà, fait, tout la balance simplement. des blancs, le mode d'emploi. Le exactement. mode d'emploi, on sait même plus ce que c'est maintenant. Voilà, le petit carnet là qui t'explique comment l'appareil fonctionne. Tu le lisais, à l'époque tu le lisais. Voilà, c'est ça. Enfin, je le survolais parce que, comme je te dis, j'aime pas apprendre. Et Mhm. ça, les manuels d'utilisation, c'est un truc qui m'insupporte aussi. En Ouais. fait, j'aime bien fouiller dans les menus, Mhm. quitte à m'énerver un peu, à perdre du temps, alors que ça irait certainement plus vite de lire le mode d'emploi. Mais bon, Oui, ou alors on dit que de toute façon c'est en pratiquant que l'on apprend. c'est ça, oui. Donc je pense que ça peut... tu pourrais presque en faire ton motto Ouais, d'une certaine façon. C'est ça, ouais. Voilà. Donc j'ai appris comme ça, en me débrouillant tout seul. Et en prenant un Ok. petit peu des conseils à droite à gauche, évidemment. Par contre, oui, ce qui me manque quand je suis pas de formation et quand j'apprends tout seul, c'est peut-être un peu le vocabulaire ou le côté technique. Mhm. Aujourd'hui, si on parle d'appareil photo, des réglages, je connais les bases. Mais en fait, j'ai pas l'habitude de parler de photo avec les gens. Moi, je fais de la photo parce que j'aime faire de la photo. Mhm. Je la fais pour moi. Et si on commence à me parler de capteurs, de tout ce qui se passe dans l'appareil photo, en fait, déjà, de un, je m'en fous. D'accord, ça c'est clair. Et non, mais le principal, c'est que j'arrive à mon résultat. Tout à fait. Voilà. Et puis, d'ailleurs, ça me fait penser à un caméraman que j'ai rencontré il y a pas longtemps et qui me disait, je lui parlais de mon rêve d'être cadreur. Puis je lui dis, moi, ce qui me manque, c'est un peu tout ce qui est technique, enfin pas technique, mais oui, langage technique. Il me fait, mais tu sais, même moi, moi j'y connais rien non plus, hein. Et lui, ça fait des années et des années qu'il est cadreur. Il me dit, moi, je sais cadrer. C'est ce qu'on me demande, je suis cadreur, je cadre. Mais à côté de ça, moi, tout ce qui est technique, ça m'intéresse absolument pas. Donc je me suis dit, ah ouais, en fait, il y a peut-être, je vais peut-être y arriver quand même finalement. Parce que je sais composer un cadre, etc. Il me manque juste le langage technique, en fait. Ça, c'est très intéressant, je pense, parce que je pense que beaucoup de gens qui ont une passion et qui aimeraient peut-être la développer se disent ils vont pas y arriver parce qu'ils ne sont pas professionnels. Et professionnel, c'est quoi? Professionnel, ça passe aussi par le langage technique. Alors, il y a certains emplois, enfin, je pense à la médecine, peut-être par exemple, qui nécessitent vraiment ça. Mais au final, toi, tu nous montres que, en tout cas, pour être cadreur ou même certains métiers dans l'audiovisuel, n'ont pas besoin de connaître, d'avoir toutes les connaissances techniques. C'est ça, en fait, ils font des compétences. Moi, j'ai fait de la photo ça fait 15 ans que je fais de la photo. Du coup, je sais cadrer, je sais je sais les différents plans, plans américains, plans, etc. Je sais quoi, en fait, je sais faire mes réglages, quoi. Et en fait, moi, vu que j'ai pas le côté technique, j'ai toujours beaucoup de mal à me dire je suis photographe, je suis vidéaste, je suis créateur de sites internet. Parce que les sites internet, je me suis débrouillé comme je pouvais. Photographe, j'ai pas passé de formation, j'ai tout appris tout seul. Vidéaste, j'ai passé aucune formation. Et j'ai toujours du mal à mettre ce mot, je suis vidéaste, je suis cadreur. Parce que maintenant, je fais un petit peu de cadre. Pour autant, je me dis, je suis pas encore cadreur parce que je fais pas assez. Alors que je pense que je sais faire, quoi. Quelle serait l'étape pour toi qui officiellement te ferait passer à cadreur ou photographe ou créateur de site?
Au créateur de site, j'ai laissé tomber, donc voilà. D'accord. Non, mais j'en fais plus que pour moi ou pour des amis, Ouais. pour dépanner. Et le statut de cadreur, je pense, tu vois, j'ai fait un progrès. Je l'ai commencé à le mettre dans mon CV sur mon site internet. J'ai mis Bravo. photographe, vidéaste, cadreur. Mais le cadreur, je l'ai mis, après je l'ai effacé, puis je l'ai remis. Je me suis dit, ça fait 3 fois que je travaille pour des réalisateurs, dont 2 réalisateurs de télévision. Donc je me suis dit, s'ils commencent à me faire confiance, s'ils me font confiance, le dernier pour qui j'ai travaillé, Lionel Chabert, pour pas le citer, il m'a dit, tu t'es très bien débrouillé, si j'ai autre chose, je te rappelle. Donc là, je commence un peu à me dire, je commence à rentrer un peu dans le métier. Voilà. D'ailleurs, il me dit toujours, arrête de te sous-estimer. Il n'arrête pas de me le dire, ça. D'accord. Parce qu'il m'avait demandé une fois, est-ce que tu peux me montrer des sites internet que tu fais? Je lui ai envoyé une petite adresse. Je lui ai fait, par contre, c'est que de la débrouille. Et il me dit, arrête de tout le temps te sous-estimer. Le site internet, il est très bien. Je reviens un petit peu en arrière. Tu as aussi créé un magazine. Et avec ce magazine, tu as fait une émission de radio, tu as fait des événements, des spectacles. Raconte-nous cette aventure qui, d'après ce que j'ai vu, a duré quand même une bonne dizaine d'années. Ouais, et il y a eu une petite pause au milieu, mais il y a eu 34 numéros. Quand est-ce que ça a commencé? J'ai plus la date. Le plus vieux que j'ai pu trouver, c'était en 2012. Et c'est certainement en 2012 qu'est né Soda Magazine. Très bien. Donc c'était un magazine. Moi, j'avais envie de montrer aux gens que les jeunes avaient plein d'ambitions, d'idées, et que toutes les personnes qui se donnaient les moyens pouvaient y arriver. En fait, on est entouré d'une jeunesse, alors pas toujours motivée, ça dépend qui, mais il y en a quand même une bonne partie qui ont des projets, qui ont des passions. Et j'avais envie de les mettre à l'honneur dans ce magazine. Du coup, je partais à leur rencontre pour faire des interviews. C'était un magazine, je sais plus, il y avait entre 24 et 40 pages pour le plus gros. Et du coup, voilà, ça sortait tous les 2 mois. Il y en avait 5 par saison. Donc de septembre jusqu'à juin, puis rien du tout pendant les vacances. Et du coup, voilà, je mettais en avant les jeunes. Et quel était le contenu du magazine? Quel genre de chronique tu avais dedans? Donc principalement des interviews. Il devait y avoir 4 ou 5 interviews de jeunes passionnés. Donc là, ils avaient une double page. À gauche, une photo en gros en portrait. Et à droite, leur interview. Photo que tu prenais toi-même. Ah bah bien sûr. Ça, c'était un petit peu le défaut que j'avais dans ce magazine. C'est que je voulais tout un petit peu maîtriser tout seul. J'ai beaucoup de mal à déléguer. Pourtant, parfois, il faut savoir déléguer. Ça peut nous laisser du temps pour d'autres choses. Mais c'est vrai que ce magazine, je faisais tout seul. Donc les interviews, la mise en page, le démarchage publicitaire, les photos, le contenu vidéo. Donc je faisais tout seul. Ça, je voulais venir aussi sur cette partie publicitaire parce que voilà, tu fonctionnes au plaisir. Tu voulais créer ce magazine, mais tu gardes quand même les pieds sur terre et tu te dis, voilà, pour qu'un magazine fonctionne, il faut aussi de l'argent, il faut aussi des soutiens commerciaux. Donc, comment est-ce que tu as géré cette partie commerciale? Alors ça, c'est un truc dans lequel je suis pas du tout à l'aise. D'ailleurs, le premier client, c'était le McDonald's de Pontarlier. Et j'étais allé voir donc le patron du McDo. Et j'étais arrivé avec en fait, une dizaine de feuilles A4 blanches pliées en 2 pour dire, voilà, je prépare un magazine de tant de pages. Il va y avoir ça à l'intérieur. Et en fait, je lui ai montré des pages blanches finalement, puisqu'il n'y avait absolument rien de prêt. Et il m'a dit, je pense que ça peut marcher. Et du coup, c'est comme ça que j'ai eu mon premier annonceur qui m'a suivi sur le numéro 1 jusqu'au numéro 34. Et en me disant, cet annonceur m'a dit oui, je vais aller en trouver d'autres. Et c'est comme ça que j'ai commencé petit à petit à vendre de la publicité dans mon magazine. D'accord. Mais c'était une pression supplémentaire parce que je ne suis pas commercial. Et puis moi, tu sais, je suis tendance à dire, si vous prenez pas de pub, c'est pas grave. Alors qu'un bon commercial, il repart pas sans avoir signé un contrat. Non, mais ça t'a permis quand même de tenir au moins une bonne dizaine d'années. Voilà, quoi. c'est ça. Et de financer à chaque fois. Avec les premiers numéros qui m'ont absolument rien rapporté. Et puis, d'ailleurs, c'était en association loi 1901, donc c'était quasiment bénévole finalement. Oui. Mais c'était quelque chose qui me passionnait. Et tout ce que je fais, je le fais avec passion. Mais au bout d'un moment, il faut manger. Et j'ai toujours eu un travail à côté de ce magazine, du coup. D'accord, très bien. Donc ce magazine, en fait, ne te permettait pas de vivre, mais c'était pas Absolument pas. forcément le but. En fait, je fais tout par passion, quitte
des fois même à rien gagner du tout. Mhm. Bah, c'est comme ma chaîne YouTube, on parlera certainement de ma chaîne YouTube tout à l'heure, mais qui m'apporte pas d'argent, mais tellement d'autres choses à côté que en fait l'argent je m'en fous. Ok, on parlera aussi de l'argent. Oui. Toujours par rapport à ce magazine, puis les événements autour de ce magazine, tu donnes la parole aux jeunes durant et après le confinement également. Et comment a été vécue cette période? Par toi ou par les jeunes? Bah, moi, la période de confinement, je pense qu'elle a tué le magazine déjà. Ah. Parce que, bon, déjà, je voulais arrêter parce que c'était une charge mentale déjà bien pesante, vu que je te disais, je faisais tout dedans. En plus, vu que tout était fermé, bah, tu perds tous tes annonceurs, donc tu n'as plus aucun annonceur qui te suit, vu que ils accueillent plus de clients. Donc ça a tué, bah, je pense, le magazine. Enfin, c'est pas je pense, ça a tué le magazine et plein d'autres commerces. Et voilà. Bien sûr, Moi, c'est pas ouais. grave parce que j'en vivais pas, mais ça a fait d'autres dégâts bien plus importants. Et puis les jeunes, je me souviens qu'on avait quand même gardé un lien parce que je les interviewais, ou du moins, ils m'enregistraient des petites interviews à distance que je publiais sur les réseaux sociaux. Donc on faisait quand même, on gardait un lien avec Soda Magazine à distance, quoi. Dans ce magazine, certains sujets sont sensibles. Par exemple, tu parles de l'adoption, l'anorexie, la sexualité. Mais à chaque fois, c'est traité de manière très factuelle et très positive également. Comment fais-tu? Alors, je sais pas si tu parles des témoignages, parce qu'il y a des articles et il y a aussi des témoignages, et ça c'est un truc qui me tenait vraiment à cœur, c'est de trouver des jeunes qui avaient une problématique. Donc j'ai eu une gamine en situation de handicap, bah, comme tu le disais, une fille qui était anorexique, enfin j'ai eu plein de cas comme ça, une fille aussi placée en famille d'accueil. Et en fait, je leur disais, on va se boire un café, tu me racontes ta vie, je note tout. Et en fait, je les écoutais me parler, je notais tout, et après je remettais tout ça proprement, mais en gardant évidemment les mots de la personne. Et par contre, c'était poignant. Je me souviens d'avoir pleuré 2 fois. Parce qu'en fait, t'as la fille enfin là je te parle d'une fille, c'était elle qui avait été placée en famille d'accueil, qui te raconte son histoire et puis qui commence à pleurer. Moi, je suis quelqu'un de très émotif, donc je me suis mis à pleurer aussi. Du coup, c'était des histoires lourdes en vrai. Donc effectivement, tu transmets aussi beaucoup à travers ces articles. Ouais, c'est ça. Et en fait, la récompense, c'était de me dire que ça pouvait peut-être aider d'autres personnes, quoi. Mhm. D'ailleurs, ceux qui témoignaient avaient souvent des retours par messagerie privée sur les réseaux sociaux. Enfin, voilà, on les contactait. On parle beaucoup actuellement de harcèlement scolaire. Est-ce que tu penses que ce magazine aidait à contrer justement ce qui pouvait être du harcèlement? Franchement, je sais pas du tout, ça serait peut-être un peu prétentieux. Après, on en a parlé de temps en temps du harcèlement. Il y avait d'ailleurs eu, il me semble, un témoignage là-dessus. Ah ouais, si, avec Cyril, je me souviens, qui s'était fait harceler et il avait fait un témoignage de 2 pages. Et c'était, à mon avis, les personnes qui l'ont lu, je pense que ça les a touchés. À côté de ce magazine, tu as fait aussi parler ces jeunes, donc de vive voix avec la radio, et tu les as également montrés, pour ne pas dire mis en scène, de par des événements que tu as organisés aussi. Ouais, alors il y avait une web radio qui s'était montée donc dans ma ville, et je leur avais proposé de faire une émission Soda Magazine, je crois que c'était tous les mercredis après-midi. Et du coup, oui, j'interviewais donc les jeunes que je mettais en avant dans le magazine, je leur disais de venir parler dans le micro. Et c'était cool parce qu'en plus, ça les entraîne à s'exprimer, même pour les examens de fin d'année. D'ailleurs, ça existe toujours aujourd'hui avec d'autres émissions et les jeunes continuent à y aller et je pense que ça les entraîne pas mal, ouais. Donc c'était un bon projet. Et puis pour les spectacles, en fait, je me suis dit, vu le nombre de jeunes que j'ai interviewés talentueux, je vais en faire un spectacle. Ça me fait rire parce que j'ai toujours une idée et que bah, du coup, dès que j'ai l'idée, en fait, il faut que je l'amène à bout. Ok. Du coup, j'avais repris tous les magazines sortis. Puis j'ai fait un point sur toutes les personnes qui pourraient rendre bien sur scène, ou du moins qui avaient quelque chose de visuel à montrer. Mhm. Et du coup, j'avais contacté tous ces jeunes. Et on a réussi à remplir, c'était un petit théâtre, je ne sais plus combien il y avait de places dans ce théâtre-là. Mhm. Mais on a vendu toutes les places. Et c'était énorme. Enfin, c'était trop bien. Moi, j'avais la chair de poule, même encore maintenant, d'écouter des musiques, tu sais, à la radio qui te font penser à ce spectacle, ça me met encore les frissons. Et du coup, la première édition a été un beau succès. Mhm. Et 2 ans plus tard, je me suis dit, ben, là, je viens de ressortir 10 numéros. Dans ces 10 numéros, il y a forcément des gens à remettre sur scène.
Je me suis dit, on va recontacter de nouvelles personnes. Par contre, on va voir un petit peu plus grand, on va aller dans une salle plus grande. D'accord. Du coup, je sais plus combien il y avait de personnes dans le public, c'était 800. La première fois, ça devait être 200. On est passé à 800. Et je me souviens, le samedi, la semaine avant le spectacle, je me suis dit, je vais aller voir le concierge et puis on va voir pour couper la salle en deux parce que jamais je vendrai toutes les places. Mhm. Il me dit, mais si, t'inquiète pas, la salle, elle sera remplie et tout. Et puis, en fait, le samedi, on a dû refuser des personnes à l'entrée parce que les 800 places avaient été vendues. Ouais. Et on a même des personnes qui n'ont pas pu assister parce qu'elles s'y sont prises un petit peu trop tard. Mais du coup, on a rempli cette salle-là avec un spectacle de 2 heures et quelques. Et c'était trop bien aussi. Quel genre de talent est-ce que tu mettais en avant? Là, il y avait vraiment de tout. Donc, j'avais une jeune danseuse de pole dance. J'avais Marie, normalement, ma meilleure amie, que sans vouloir dévoiler, peut-être on retrouvera dans ton podcast, Je confirme. qui, elle, est psychopraticienne et qui fait de l'hypnose. Et son rêve, c'était de faire un spectacle. Moi, je me suis dit, vas-y, viens, on fait de l'hypnose en spectacle et tout. Elle avait une grosse pression, je me souviens, la première fois. Et du coup, ça a marché. Du coup, on a renouvelé ça dans le deuxième spectacle. On avait une jeune créatrice de mode. Du coup, je dis, si tu te sens, je te propose de créer tes tenues, puis tu organises ton propre défilé. Et du coup, c'est ce qu'elle a fait. Et je me souviens d'un truc, c'est qu'on avait mis de la moquette par terre sur un podium. Et pour elle, c'était merveilleux d'avoir sa moquette pour faire son défilé. C'était sa première fois qu'elle faisait un défilé. Et à la fin, je dis, il faut enrouler la moquette et puis je la mets à la poubelle. Elle me fait, ah mais je peux la garder. Donc elle est repartie avec son rouleau de moquette. Wow. Toi, parce que pour elle, c'était, je fais mon défilé sur un tapis rouge, quoi. Donc c'est rien que des petits trucs comme ça, c'est trop chou. C'est gratifiant. Ouais, c'est ça. Et du coup, je continue, je reste en contact d'ailleurs avec quelques personnes du magazine encore aujourd'hui, quoi. Mhm. Puis je pense aussi que ça a dû mettre en relation beaucoup de personnes entre elles. Oui, ouais. En fait, j'ai organisé ces spectacles et puis encore 2. Alors, ça s'appelait la Soirée des Talents. Et j'avais organisé aussi le week-end des jeunes artistes. Je me suis dit, on est tellement entouré de jeunes qui font de la peinture, du dessin, de la sculpture, de la création, de tout en fait, qu'il faut les mettre en avant. Du coup, j'avais créé 2 week-ends avec des jeunes artistes. Et là, oui, effectivement, il y a eu pas mal d'échanges. Les artistes allaient parler entre eux. Enfin, c'était des beaux moments, quoi. J'étais là, je me souviens. Oui, c'est vrai, tu étais venu pour les vitraux. Création Exactement. de vitraux. Ouais, Exactement. c'était trop bien. Magnifique. Et puis, alors sans changer complètement de registre, mais je pense que beaucoup de personnes se posent la question, et l'argent dans tout ça? Et l'argent. Et l'argent, Et l'argent dans tout ça? je réfléchis. En fait, l'argent, ça n'a jamais été une priorité chez moi. Mhm, En fait, de toute façon, on en a tous besoin, forcément. mhm. Mais moi, j'ai jamais mis ça au centre de mes plaisirs. Moi, le principal, c'est de vivre de mes passions, de profiter de la vie, d'avoir un minimum d'argent forcément au cas où il t'arrive une tuile et pour manger évidemment. Mais oui, j'ai pas de lien avec l'argent, quoi. Donc en fait, si je te suis, tu as toujours priorisé tes passions. Ouais. Et l'argent, ça viendrait après, tu y arriverais, tu te débrouillerais. En fait, je suis tellement heureux quand je vis une passion. Parce que c'est vrai que là, on est dans une région frontalière où il y a beaucoup de personnes qui vont travailler en Suisse pour gagner plein d'argent. Alors ça, c'est un choix que je respecte. Hein. Parcours de choix, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Mhm. Mais moi, c'est un truc, non. Moi, c'est totalement l'inverse. En fait, je préfère avoir moins d'argent, d'être plus présent pour mes passions et de profiter de ce que j'aime. J'ai besoin de pas grand-chose, en fait. Donc pour toi, en fait, le fait presque d'avoir trop d'argent serait plus une prison qu'autre chose. Ça permettrait de faire plein de choses, mais je veux dire, j'ai pas besoin de ça pour être heureux. Aujourd'hui, je suis heureux comme je suis avec ce que j'ai. Voilà. Ok. Et entouré des personnes dont j'ai besoin. À propos de personnes, justement, quelle place ont ta famille et les amis dans ta vie? Donc moi, je suis quelqu'un qui est très famille. Mhm. Donc mes parents, je les vois quasiment tous les jours, toutes les semaines, voilà. Donc j'ai besoin d'eux. Je suis très proche de ma mamie aussi. Mhm. Je lui fais un petit coucou. Et puis mes amis. Alors j'ai très peu d'amis, ça me fait plaisir d'en parler d'ailleurs. Parce que en fait, je pense que nos vrais amis, on les découvre avec le temps. Aux alentours, quand tu es adolescent, tu te dis toujours,
on reste ensemble, enfin on reste en contact toute la vie, puis tu sais qu'au fur et à mesure des années, tu t'éloignes et puis tu rencontres de nouvelles personnes, etc. Et moi, j'ai la chance d'être très bien entouré. Et bah, je vais reparler de Marie, ma meilleure amie. Et elle, en fait, c'est l'un de mes piliers. Elle parle, vu qu'elle est psychopraticienne, elle parle souvent des piliers dans une relation, le cercle familial, amical, etc. Elle vous en parlera mieux que moi. De toute façon, Marie paraîtra dans une prochaine édition. Voilà, exactement. Voilà. On n'en dit pas plus. Et du coup, moi, j'ai besoin donc de ma famille, un pilier, de Marie, un autre pilier, enfin de tous mes amis évidemment, mais Marie, c'est avec qui j'échange le plus. On est tout le temps ensemble, en fait, on se voit toutes les semaines, on partage plein de projets ensemble. Et puis voilà, j'ai très peu d'amis qui peuvent se compter un petit peu sur les doigts d'une main, on va dire. Mais au moins, je sais que c'est une base. Enfin, ils sont là. Voilà, j'ai besoin d'eux en fait. Du coup, je parlais de Marie parce que forcément, je suis très proche d'elle et on partage énormément de choses avec. On part souvent en vacances les deux. Enfin voilà. J'ai aussi le reste de la base d'amis. Ils sont peu nombreux. Par contre, j'ai besoin d'eux. Comme là, j'ai un couple d'amis, Jonathan et Johanna, pour pas les citer, qui sont partis habiter 1 an au Canada. Et quand ils sont partis, j'ai ressenti un vide. Enfin, ça m'a fait... Ouais, j'ai fondu en larmes, en fait. Soyons honnêtes. Et puis, un autre exemple d'amis, c'est Amandine. Ça me fait plaisir d'en parler. Parce que même quand nos amis sont pas sur place, quand on en a besoin, ils sont là. Et en fait, je me souviens du jour du décès de mon papy, Amandine, qui était donc sur Lausanne en études. Le jour de l'enterrement, j'avais mes proches et je pensais pas qu'elle serait là. On arrive au cimetière, je me retourne, qui je vois? Amandine, juste derrière moi. Et je me dis, en fait, tes amis sont là, enfin c'est fou. C'est trop beau l'amitié. Donc moi je suis riche, tu vois, on parlait tout à l'heure d'argent et moi je suis riche de mes amis et de ma famille. Et ça vaut tout l'or du monde. Et donc, je peux pas citer tout le monde, mais voilà, mes amis savent qui sont mes amis et voilà. Et j'ai besoin d'eux. On dit parfois, donc je pense à tort, quand on crée sa propre histoire, beaucoup de gens cataloguent ces gens comme étant assez égoïstes. Que toi, on voit que tu peux être à fond dans tes projets, créer tes projets donc par toi-même, comme tu le penses avec tes idées, mais avoir un cercle d'amis très ouvert et avoir, comme tu dis, en fait, ces piliers. Ouais. Et en fait, je me dis, ça sert à rien d'en avoir beaucoup. Il faut juste avoir les bons. Et donc, j'ai trouvé ma base d'amis. J'ai besoin d'eux. Je sais que quoi que je fasse, de toute façon, ils seront là. Je peux les appeler à n'importe quel moment. Ils seront toujours là. Et dans le sens inverse, évidemment, bien sûr. Quand tu as une idée, tu dois la réaliser. Tu mets tout en place dans l'immédiat. Comment gères-tu ton emploi du temps? Comment se passe ton quotidien? Bon, j'ai pas de gros secrets dans mon organisation, mais je trouve que j'ai trouvé ce qui me correspondait, on va dire. En fait, tous les jours, je me fixe des objectifs. Et en fonction de ce que je dois faire dans la journée, je prends des objectifs plus ou moins gros. Et je vais me laisser aussi du temps pour profiter. Genre moi, j'adore faire de la via ferrata, j'adore faire du vélo. Du coup, j'essaye de caser aussi ces petits moments dans la semaine pour bien me détendre, bien décompresser. Donc par exemple, si un jour je dis que je fais du vélo le jeudi matin, le jeudi après-midi, je sais que j'aurai un plus petit objectif, un truc qui dure une demi-journée, quoi. Et du coup, toute la semaine, elle est organisée comme ça. La veille, je sais ce que je vais faire le lendemain et quasiment à une semaine, dans ma tête, c'est tout orchestré et organisé. Alors je sais pas si ça peut aider des gens. Une fois j'avais une copine qui m'a dit un jour faudrait que tu m'expliques comment tu t'organises pour que je prenne pour que j'ai des idées pour m'organiser parce que c'est dans le désordre total. Et en fait j'essaye de me fixer des objectifs. Par contre je mets toujours des objectifs où je sais que j'aurai le temps d'y arriver. Voilà, et tu pars toujours, ça c'est quand même quelque chose de très intéressant que j'aimerais pointer. Tu pars du plaisir, de ce qui te fait plaisir, donc si on peut le dire, je pense, tu penses à ton bien-être, ton bonheur, tu prends soin de toi. Et autour de tout ça, tu brodes, si je peux dire ça comme ça, tes divers objectifs. Voilà, exactement. Parce qu'en fait, plus j'avance dans l'âge, donc là j'ai 40 ans, et aujourd'hui, je me suis dit, j'ai plus de temps à perdre. J'ai peut-être fait la moitié de ma vie, ou peut-être même plus s'il m'arrive quelque chose avant, et j'ai pas envie d'avoir de regrets. Du coup, je veux absolument prioriser mes plaisirs, mes passions pour avoir aucun regret.
je me dis toujours que demain, en fait, je peux ne plus être là. Tu sais, ça arrive. En fait, la roue, elle peut tourner tellement vite que demain, ça se trouve, on sera plus là. Donc moi, je veux absolument avoir aucun regret. Si je suis sur un lit d'hôpital un jour, je veux me dire, en fait, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Et d'ailleurs, j'ai un carnet de rêves, un carnet d'envie, où je mets tout ce que je veux faire. Et à chaque fois que je fais quelque chose, je surligne avec un stabilo. D'accord, tu coches au fur et à mesure, c'est bon, ça c'est fait, ça c'est fait. Et du coup, j'essaye d'en réaliser le plus possible. Et le but est d'arriver au bout de la liste. Voilà, mais de toute façon, j'en rajoute à chaque fois. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, forcément, tu en rajoutes. Ouais. Donc voilà, pour parler du plaisir, j'essaye toujours de caler du plaisir dans la semaine parce que je me dis que travailler c'est bien, mais en fait, ça fait pas tout, quoi. Nous avons parlé de tous les projets que tu as réalisés, que tu as réussis. Mais on s'imagine bien que dans la vie, parfois, il y a des choses qu'on ne réussit pas forcément, ou bien des doutes, ou bien des choix que nous avons faits sur lesquels nous revenons parce que finalement, on se rend compte, pour diverses raisons, que ce n'étaient pas les bons choix. Et toi, donc aujourd'hui, comme tu dis, tu as 40 ans. Et il y a 2 ans, si je ne dis pas de bêtises, tu étais sur le point de te marier et tu pensais aux enfants. Voilà, exactement. Oui, il y a quasiment 2 ans, je devais me marier. Et du coup, mon ex de l'époque s'est tout simplement barré. Un mois juste avant le mariage. Et en fait, il faut savoir que dans ma vie, j'ai jamais voulu d'enfant, jamais voulu me marier. Et avec elle, je sais pas pourquoi, elle m'a retourné un peu le cerveau. Enfin, après, un peu de manipulation ou voilà. Là, je voulais me marier et je commençais à vouloir avoir une envie d'enfant. Du coup, le mariage ne s'est pas fait, les enfants non plus. Et du coup, elle est partie du jour au lendemain. Et du coup, pendant 2 mois, moi, j'ai souffert, j'ai bien souffert. Et puis, en fait... Remise en question, etc. Ouais, remise en question. Et je me suis dit, ça m'est déjà arrivé dans ma vie, des ruptures. Enfin, c'est pas non plus la fin du monde, quoi. Je me suis dit, sur conseil de certaines personnes, je vais partir en vacances tout seul pendant 1 semaine. Donc je suis parti 1 semaine dans les Alpes. Et là, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est ça la vie. Je me suis dit, mais pourquoi s'embêter ou se faire du mal pour une personne qui n'en vaut pas la peine? Et ça, je m'en rendais compte, c'est quand j'allais me promener, je faisais des randonnées. J'étais tout en haut de la montagne, je regardais loin devant et je voyais des immenses cascades. Et je m'imaginais mon ex dessous. Et enfin toute sa famille dessous, enfin tous ceux qui m'avaient un peu embêté, quoi. Et je me suis dit, mais en fait, ils sont qui dans ma vie pour me faire du mal par rapport à tout ce qui nous entoure? Je me suis dit, mais c'est des personnes minuscules, en fait, c'est rien du tout. Pourquoi se laisser pourrir par ces personnes alors qu'en fait, ils se prennent toute l'eau sur la figure? Non, mais... Belle image. et du coup, à chaque fois que je vais dans les Alpes, maintenant, je vois toutes les montagnes qui nous entourent et je les imagine en minuscules, c'est des Playmobil. Oui. Et je me dis, on peut pas laisser des personnes nous faire du mal comme ça alors qu'on est entouré de tellement d'autres choses juste magnifiques, quoi. Et du coup, cette semaine, elle m'a fait un bien fou. Et depuis, je vis que pour moi. Et c'est ce que je dis à tout le monde dans mon entourage, c'est que mes 40 ans, j'ai l'impression de me découvrir. Ça fait 40 ans que j'existe, forcément. Oui. Mais je commence seulement, j'ai l'impression de commencer à me connaître seulement maintenant. Je commence à découvrir mes vrais amis sont là, voilà. Ce que j'aime, ce que je sais pas, en fait, je suis heureux. Et je me disais, en couple, j'étais heureux, mais d'avoir découvert le vrai bonheur dans les Alpes et tout ça, en fait, je sais maintenant ce que c'est que d'être heureux. C'est encore mieux que d'être à l'époque où j'étais en couple. À partir du moment où tu entreprends des projets, tu as des bonnes critiques, mais tu as aussi des mauvaises critiques. Et ça, je pense que c'est le lot de toute personne porteuse de projet. Comment tu gères, toi ? Moi, les critiques, franchement, c'est quelque chose qui me blesse. Alors, peut-être de moins en moins avec l'âge. Enfin, maintenant, les gens, ce qu'ils en pensent, je m'en fous en fait. Comme je disais, j'ai 40 ans, j'ai plus rien à prouver à personne. Je fais ma vie. Celui qui m'aime bien, tant mieux. Celui qui m'aime pas, je m'en fous. Par contre, oui, ça me touche parce qu'à l'époque, quand je m'occupais du magazine de Soda Magazine, dans le magazine, il y avait des photos en général de filles, puisque c'était un partenariat avec un salon de coiffure et salon d'esthétisme. Du coup, je prenais en photo des filles et il y avait une rumeur qui circulait dans les collèges, lycées. De toute façon, pour faire des photos avec lui, il faut coucher. Voilà. Bon,
Et après, tu passes tout de suite pour un pédophile. D'ailleurs, ça circulait quand même pas mal autour du mot pédophile. Alors qu'il faut savoir qu'un pédophile, c'est pas ça du tout. Enfin voilà, je vous laisserai chercher la définition sur Internet. Et c'est bien plus grave que de prendre des photos de filles. Surtout qu'il y avait consentement des parents, enfin contrat signé, etc., etc. Et du coup, ça, je me souviens avoir été dans mon lit. J'avais plus envie de sortir en fait. Ça me touchait trop. Puis à chaque fois que j'allais distribuer ce magazine dans les collèges, lycées, je sentais que les gens ils me regardaient, mais pas pour les bonnes raisons. Du coup, j'avais même plus envie d'aller. J'étais même allé à la gendarmerie savoir si je pouvais faire quelque chose contre les rumeurs. Et ils me disaient non, tant que c'est que des rumeurs, de toute façon, vous pouvez rien faire. Donc voilà, j'ai laissé passer. Et puis après, j'ai d'ailleurs fait une pause dans Soda Magazine de 3 ou 4 ans pour m'éloigner de tout ça. Et après, j'ai repris avec une nouvelle formule du magazine. Et voilà, c'était beaucoup plus sain. Ok. Comment est-ce que tu as réussi à passer ce cap? Parce que c'est quand même quelque chose qui, je peux imaginer, qui touche énormément. Mais tu as eu la force de reprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que j'ai fait la pause suffisamment longue pour revenir avec un nouveau concept. Et puis après, je m'en foutais en fait. Non, mais ouais. Ton projet primé avant tout, voilà, et ça, tu exactement. l'as mis en avant et tu as retrouvé la force. Tu t'es donné le temps de retrouver la force pour continuer à faire ton projet. Exactement, c'est ça, ouais. Aujourd'hui, tu as créé l'émission Podcast et YouTube dans l'ombre des médias, dans laquelle tu présentes des personnalités connues ou non de la télévision. D'abord, comment cela t'est venu ? Et bien là, on remonte donc à ma passion depuis tout petit pour la télévision. Et vu que dans ma vie, j'ai jamais réussi à atteindre mon rêve d'être cadreur, parce que je m'en suis pas forcément donné les moyens, parce que j'ai pas fait d'études. Beaucoup passent par un BTS audiovisuel, et vu que moi j'aime pas l'école, j'ai jamais suivi ça. Je me suis lancé en tant que vidéaste, donc pour des clients, etc. Et puis à chaque fois que je regardais la télévision, quand je regardais les génériques de télé, toujours je regardais les noms des réalisateurs. Et je voyais le nom de Tristan Carnet dans The Voice, Danse avec les stars. Tristan Carnet, dont on parlait au début de l'interview, la première personne que j'ai rencontrée de la télévision. Et à chaque fois que je voyais son nom, je ressentais une énorme frustration. En fait, j'étais content de le connaître, mais je me suis dit, ça fait peut-être 20 ans que je ne l'ai pas vu. Et j'aimerais trouver un moyen de retourner sur les plateaux de télévision pour revivre ma passion. Et en fait, pour retrouver Tristan Carnet, je me suis dit, je vais lui écrire. Donc pendant 5 ou 6 ans, j'avais un brouillon dans mes emails avec un message que je voulais lui envoyer, que j'ai jamais osé lui envoyer. Et un jour, je me suis dit, en fait, ça coûte quoi d'envoyer un message? Au pire, j'ai pas de réponse. Donc j'ai bien rédigé mon truc, je lui ai envoyé et j'ai pas eu de réponse. Bon, je me suis dit, il fallait que je m'y attende. Après, je lui envoie un message sur Facebook, il le lit mais il me répond pas. Sachant qu'on n'était pas amis, voilà. Je me suis dit, normalement, quand on envoie un colis à quelqu'un, normalement, il répond. Du coup, j'ai fait quoi? J'ai écrit une lettre, et puis j'ai mis une bouteille d'alcool qui est bien connue dans notre région, c'est du Pontarliani. J'envoie tout ça à Paris sur une adresse postale que j'avais trouvée sur Google. Toujours pas de réponse. Et dans un même temps, il y a mon ex de l'époque, c'est l'une des choses bien qu'elle a faites, c'est qu'elle a contacté ce réalisateur en cachette, en lui disant est-ce que c'est possible d'organiser une rencontre, etc., etc. Et un jour, lui rappelle mon ex, en lui disant on va lui organiser une surprise, on va lui organiser une surprise, on va se rencontrer. Ouais. Et ça, mon ex, elle me l'a pas dit tout de suite. Elles ont organisé une petite surprise avec Marie, ma meilleure amie. Elles m'ont préparé les petits tickets à gratter, genre millionnaire ou trucs comme ça là. Et un soir, Marie m'envoie un message, elle me fait viens, ce soir on joue à des jeux puis on devient millionnaire. Puis je dis vas-y, on achète des jeux. Elle me dit t'inquiète, j'ai déjà les jeux, viens, on gratte. Donc je vais chez elle. On était 4 autour de la table, on avait chacun notre ticket. Donc eux des tickets connus genre millionnaire, les jeux qui existent vraiment. Et moi un ticket, un nom, j'avais jamais vu ce jeu. Donc je gratte, il y avait marqué gagner. Et après je gratte le gain, une rencontre avec Tristan Carnet. Et là je me dis, wow, c'est quoi ce truc? Puis je dis non mais c'est une blague.
Puis là, mon ex, elle me dit non, c'est pas une blague, j'ai le numéro de Tristan. On part le 2 et le 3 décembre au Téléthon sur Paris. Il t'accueille, enfin, tu seras son invité là-bas. Là, je me suis écroulé en larmes. Je pense, oui. Après, ça peut paraître ridicule pour des personnes qui s'intéressent pas à ça, mais moi c'était mon rêve. C'est ton rêve, Ouais, voilà, voilà. tout simplement. C'est ce que tu dis, c'est ton rêve, voilà. Et du coup, quand j'ai su qu'on allait voir Tristan, je me suis dit, il faut absolument que je fasse une interview. Si j'ai Tristan, qui est déjà quand même bien connu, c'est l'un des meilleurs réalisateurs de télévision. Enfin, des meilleurs, des plus cotés en télévision, quoi. Et du coup, je lui envoie un petit message. Il me dit, oui, il n'y a pas de problème, Laurent, on fait ton interview, etc. Et du coup, j'ai mis ça en boîte. J'avais interviewé 2 autres personnes avant. Je me suis dit, là, avec 3 interviews, je peux commencer la chaîne et ça va m'ouvrir d'autres portes. Et pour continuer sur cette petite histoire, je me suis dit, je vais pas m'arrêter là. Je vais envoyer un message sur Instagram à Didier Froly. C'est un gros réalisateur également qui a des années de carrière derrière lui. L'un des plus gros réalisateurs également de la télévision, dont je notais le nom quand j'étais petit sur mes fiches. Et je me suis dit, d'ailleurs, il me suivait sur mon compte Instagram. Enfin, quand j'ai vu Didier Froly suit l'ombre des médias, je me suis dit, wow, c'est ouf ce truc. Je me suis dit, je vais lui envoyer un message. Je suis allé dans mon grenier. J'ai récupéré mon cahier où je notais le nom de mes émissions et les réalisateurs qui travaillaient pour moi à l'époque clandestinement. Du coup, j'ai pris en photo son nom, Didier Froly. Je lui envoie un message, je dis bonjour Didier, juste un petit clin d'œil pour vous dire que vous réalisiez mes émissions quand j'étais petit dans ma chambre. Et il a dit trop bien. Dans un mois, je tourne les 10 ans de Vendredi tout est permis au Dôme de Paris. Viens, tu es mon invité. Oh, magnifique. Ah là, je me suis dit, oh là, je vais rencontrer Didier Froly, quoi. Et du coup, je suis arrivé là-bas, je l'ai rencontré. Déjà, ça m'a fait vraiment bizarre. Je suis allé chercher mon badge, je me retourne et il était là avec son gros cigare en train de m'attendre. Là. Ouais, je me suis dit, c'est Didier Froly, quoi. En fait, tu vois, les gens, ils ont des stars, des idoles qui sont connues. Moi, eux, ce sont mes idoles, enfin mes exemples qui m'ont toujours fait rêver, quoi. Et donc là, de les voir en vrai. Et du coup, Didier, il m'a ouvert énormément de portes à la télévision. Il m'a fait rencontrer d'autres professionnels et c'est comme ça que ma chaîne, elle est partie. Et en fait, ce qui est beau là-dedans, c'est que c'est même pas, c'est pas un coup de chance, c'est pas quoi que ce soit, c'est quelque chose que tu as préparé, on pourrait dire, toute ta vie. Tu as montré que tu étais capable d'aller à la rencontre de ces personnes, de les interviewer et au final de leur apporter aussi quelque chose. Et donc avec tout ça, ça t'a mené à ces personnalités, à rencontrer ces personnalités et plus encore. Ouais, c'est ça. Puis en plus, ils voient à quel point je suis passionné. Enfin, de temps en temps, oui, je parle même dans les cas régie, quand je vais sur des plateaux, mais il me dit, mais en fait, t'es un vrai passionné. Et je me souviens d'un truquiste que j'ai interviewé, il m'a dit, mais en fait, tu m'intrigues. Il m'a dit, tu m'intrigues, t'es passionné, enfin voilà. Et du coup, on a beaucoup parlé. Ben oui, en fait, il voit la passion, il voit que je suis passionné. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il me laisse, il m'offre des opportunités, quoi. Et raconte-nous justement ces émissions, comment ça se passe ? Et du coup, je prends rendez-vous avec eux sur Paris, généralement sur un plateau de télévision. Donc c'est ça qui m'emmène un petit peu partout, à Danser avec les stars, The Voice, je sais plus, j'ai les badges là, mais je sais plus trop où je suis allé. Et du coup, je m'installe sur le plateau, ça fait d'ailleurs très bizarre d'avoir un endroit où tu peux poser ta caméra, faire ta vie, faire ton interview et puis repartir comme si de rien n'était alors que tu viens d'être sur un plateau normalement regardé par des millions de téléspectateurs, quoi. Du coup, je prépare mes questions en amont, je leur pose sur place, puis après je fais un montage et je mets tout ça sur YouTube. On dirait que cette émission relance la corde qui te conduit à ton rêve d'enfant. Ah là oui, complètement. On a l'impression que le rêve se réalise là. Oui, ça commence gentiment. Déjà de retourner sur des plateaux de télévision, en fait c'est fou. Oui. Et je parle de cette passion, de mon envie de devenir cadreur à tout le monde en fait. Et du coup j'ai quelques opportunités. Alors un jour je parle avec une réalisatrice, Pauline Sampic, qui travaille sur Ça commence aujourd'hui. On buvait un café en terrasse et puis je lui dis mon rêve c'est d'être cadreur à la télévision. Elle me dit tu sais quoi, vendredi on tourne Ça commence aujourd'hui, il y a un numéro en direct et l'autre enregistré, viens entre les deux, je te passe une caméra, tu prends ta caméra et puis tu t'essayes, quoi. C'est magnifique. Et du coup voilà, j'ai fait ça, je suis allé le vendredi,
J'avais une caméra sur l'épaule avec 3 cadreurs autour de moi qui me donnaient des conseils, avec Pauline qui était en régie qui me parlait dans le casque en me disant essaye de faire ci et faire ça. Du coup, ça a été la première opportunité. Et du coup, deuxième opportunité, c'est avec Maxence Carion, qui est réalisateur, qui travaille sur quasiment toutes les cérémonies avec le président de la République. Et un jour, il m'envoie un message, il me dit est-ce que tu es disponible telle et telle date? On fait un petit événement avec les blessés de guerre aux Invalides. Si tu es là, je te mets une caméra supplémentaire, comme ça tu peux t'entraîner. Et je dis ah bah de toute façon, même si j'avais quelque chose de prévu, j'aurais annulé pour être là. Du coup, voilà, ça s'est fait comme ça. J'ai passé une super journée avec une caméra. Au départ, c'était pour m'entraîner, puis finalement, il a pris mes plans dans les grands écrans. Donc pour moi, c'était déjà une belle victoire. Donc merci beaucoup à Pauline, à Maxence. Et puis la troisième opportunité, c'est avec Lionel Chabert, réalisateur aussi. Il y a quelques temps, il me contacte, il me dit est-ce que tu es disponible en septembre, 2 jours, je sais plus quelle date. Je dis bah oui, encore une fois, oui, et de toute façon j'aurais annulé le reste. Et maintenant, aujourd'hui, je préviens tout le temps, quand je suis invité quelque part, je dis par contre, vous saurez, je peux annuler. Si j'ai une proposition à Paris, j'annule. Bien sûr, mais bon, comme Donc, tu es bien entouré, je pense que les gens peuvent comprendre. oui, voilà. Donc, invitation de mariage, anniversaire, tout ça. Je peux annuler à la dernière minute si j'ai une proposition à Paris. Bien sûr, mais c'est le métier qui veut ça. Voilà. Et du coup, Lionel m'a pris 2 jours où là, pour la première fois, j'ai été donc rémunéré pour être cadreur. Donc, c'est peut-être là où je peux dire que je suis peut-être un peu cadreur. C'était sur un événement à l'hippodrome de Longchamp à Paris pour une entreprise, enfin pour le principal partenaire des Jeux Olympiques, donc la Banque Populaire Caisse d'Épargne, où il y avait des conférences toute la journée avec des champions olympiques, la présentation des flammes olympiques, etc. etc. Et là, j'ai vraiment été cadreur, enfin j'ai fait vraiment le métier que je voulais faire, que j'attendais depuis tout petit. Donc là, j'ai surligné sur mon cahier, être cadreur un jour, tac, surligné. Merci donc à toutes ces personnes qui m'offrent autant d'opportunités, et je remercie d'ailleurs tous les professionnels qui m'accueillent, parce qu'en fait, on échange et c'est juste trop bien. J'avais interviewé un chauffeur de salle, Bruno Kosker, et il n'y a pas longtemps, il m'envoie un message, il me dit tu peux m'expliquer comment on fait sur Instagram pour faire tel ou tel truc. Maintenant, j'ai un lien avec eux. Toi, en dehors de... Je les admire, quoi. Enfin, on échange. Voilà, tu t'es constitué en fait une belle communauté aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis, tu me disais aussi, voilà, tu ne t'arrêtes jamais, tu fais en sorte de ne pas te faire oublier. Donc, c'est-à-dire, tu publies toujours sur les réseaux sociaux des éléments de tes vidéos, de tes enregistrements, des photos de ce que tu as fait. Tu te montres toujours, en fait. J'essaye le plus possible avec dans l'ombre des médias. Sur LinkedIn, par exemple, j'essaye de poster 1 ou 2 fois par semaine pour montrer que, que moi, je suis là, mais ma chaîne aussi. Et pas que tu es investi. Voilà, que je suis investi, que je suis passionné, que je continue à partager des choses. Donc voilà, ouais, j'aime bien partager en fait. Voilà, donc c'est un travail constant. C'est quelque chose que je veux mettre en lumière en fait, c'est que voilà, tu es passionné, tu fais les choses à fond, mais tu es aussi conscient que il faut beaucoup de travail là-dedans et donc tu fais ce qu'il faut pour toujours être présent, que les gens ne t'oublient pas, que voilà, pour réaliser ton rêve vraiment jusqu'au bout. Ouais, et c'est ça qui est bien et c'est ça que les jeunes, il faut qu'ils comprennent aussi, c'est que en fait quand on veut, on peut. Moi, ça fait 40 ans que j'attends de réaliser ce rêve et je suis en train de le réaliser. En fait, il ne faut pas vouloir tout trop vite. Là ça arrive, je me suis donné les moyens d'y arriver, ça arrive. Et en fait, sur les réseaux sociaux aussi, j'aime beaucoup partager sur mon compte Instagram qui est en privé par contre, toutes mes réussites. J'essaye de créer un endroit où je mets que du positif mais pas du semblant. Tu vois, normalement sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'influenceurs, influenceuses qui font semblant d'être bien, d'être beau, de réussir. Puis en fait, tu sais que dans leur vie, c'est pas ouf, quoi. Non, c'est beaucoup du paraître. Voilà, c'est ça. Alors que moi, chaque photo qui est postée sur mon compte Instagram, il y a une histoire qui va avec. Donc c'est une réussite. Et il y en a beaucoup. Il y a quelques personnes qui m'ont dit c'est trop bien tes posts parce que ça nous donne de l'espoir ou ça m'inspire. D'ailleurs, j'ai toujours du mal quand on me dit t'es inspirant. J'ai quelques personnes qui me le disent et je me dis en quoi je suis inspirant. En fait, je fais ma vie et je suis pas plus inspirant que la personne qui me le dit, quoi. Probablement parce que faire sa vie et réaliser ses rêves, c'est quelque chose qui qu'on n'ose pas toujours faire pour
plein de raisons différentes et c'est là où je pense que c'est important d'avoir des modèles, même si c'est pas exactement dans le même secteur dans lequel on veut se développer. C'est important d'avoir des modèles et puis d'avoir justement ces inspirations qui donnent envie de se dire moi aussi peut-être que je peux réaliser mon rêve. C'est comme sur Instagram, je me dis toujours, est-ce que je raconte ma vie ? Enfin, en fait, c'est pas l'envie de raconter ma vie, c'est l'envie de raconter ce que j'ai réussi à faire. Pour que les jeunes qui me suivent, ou même les moins jeunes, ils se disent « Ah ouais, en fait, on peut y arriver, quoi. » Dans les prochaines étapes, tu es en train de créer une émission de développement personnel donc avec Marie. Alors ça, j'aurai l'occasion d'en discuter avec elle. C'est important pour toi de contribuer à la réussite des personnes qui t'entourent ? En fait, avec Marie, ça fait donc plus de 10 ans qu'on se connaît. On a travaillé à la radio ensemble. Et à la radio, elle n'avait pas beaucoup de temps. C'était une petite chronique qu'elle faisait avec moi sur le développement personnel puisqu'elle est psychopraticienne. Et je me suis toujours dit, elle vaut plus que 2 minutes par jour. Non mais c'est vrai. En fait, oui, elle a collaboré aussi avec moi dans mon magazine avec une page santé, psycho, sexo. Et je me suis dit, il faut absolument que les gens sachent ce qu'elle fait. Et là, je me suis dit, il faut absolument qu'on fasse un truc ensemble. Elle pour la qualité de ce qu'elle fait, de ce qu'elle présente, et moi pour la partie vidéo, on va dire. Et du coup, ça me semblait logique qu'on fasse ce truc ensemble. Et ce que Laurent ne vous dit pas, c'est qu'il est aussi une inspiration pour cette émission. Une inspiration pour cette émission. Pour cette émission Parcours de choix. Ça c'est toi qui le dis. Alors. Ah, ça c'est moi qui le dis, parce que tu ne le dirais pas. Non. Voilà. C'est très gentil. Et donc, la suite de tout ça ? La suite de tout ça, en fait, avant, je me posais beaucoup de questions sur l'avenir. Et je me rends compte qu'en fait, il ne faut pas trop se poser de questions, il faut laisser faire les choses. Du coup, là, je sais que j'arriverai à faire ce que je veux faire, donc cadreur, même si c'est occasionnel. Enfin, pour moi, j'ai déjà réussi à réaliser mon rêve, c'était d'avoir une caméra sur l'épaule. Je l'ai eu. Si ça peut se reproduire le plus de fois possible, alors ça serait trop bien. Voilà, donc... Mais tu fais ce qu'il faut pour, de toute façon. Je fais ce qu'il faut pour, ouais, tout à fait. Je demande à chacun de mes invités un mot, une réponse. Est-ce que tu es prêt ? Allez, il risque d'y avoir du blanc entre chaque question. C'est pas grave. Un habit. Un habit ? Un short, allez, pour être tranquille. Une boisson ? Boisson, de l'eau. Ok, très bien. C'est la vie, l'eau. Un plat ? Un plat, la pizza de ma maman. La pizza de ta maman, pas n'importe laquelle. Non. Un lieu ? Un lieu dans les montagnes et dans les Alpes. Je m'en doutais. Tes vacances idéales ? Là, je rejoins exactement la réponse que je viens de dire. Vacances dans les Alpes avec une tente au-dessus de ma voiture. Tente de toit. Oh, magnifique. Un sport ? Un sport, la Via Ferrata. Je t'avais demandé aussi de choisir un objet. Oui. Alors, qu'est-ce que tu nous présentes ? Alors, c'est un petit livre que j'ai fait imprimer. Et dans ce petit livre, il y a c'est un album photo en fait, avec toutes les personnes de la télévision que j'ai rencontrées, donc tous les professionnels de la télévision. Comme ça, quand je me dis en fait, tu fais pas grand-chose, enfin, t'as pas rencontré grand monde ou voilà, ça avance pas beaucoup. Je feuillette ce petit livre et je me dis en fait, j'ai déjà fait pas mal de choses en fait. J'ai déjà fait pas mal d'interviews, rencontré pas mal de professionnels. Enfin, c'est un petit livre tout simple, quoi. On peut presque dédicacer ce petit livre au petit Laurent, d'ailleurs. Ouais, alors ça sera un magnifique cadeau en plus. Et je t'avais également demandé de choisir un livre. Et du coup, le livre, c'est pas compliqué parce que j'aime pas lire. J'en ai lu aucun. D'ailleurs, à l'école, c'est ma maman qui les lisait, qui me faisait des résumés. Ou alors, je les lisais pas, puis j'avais 0. Et le premier livre que j'ai lu, c'est le livre de Vincent Lagaffe, la biographie de Vincent Lagaffe. Je l'ai lu il y a quelques semaines. Ça s'appelle « Je m'appelais Franck ». Parce qu'il a vécu une sacrée vie. Il a été placé en famille d'accueil, etc. Et j'ai adoré ce livre, parce qu'en fait, il te parle comme il te parlerait s'il était devant toi, quoi. Donc c'est vraiment le langage familier, drôle, et j'ai adoré ce livre. Bon, après, ça fait pas de la culture générale, mais... Il n'y a pas besoin. Qu'est-ce qui t'a inspiré, en fait, dans ce livre ? Faut dire que je suis un fan de Vincent Lagaffe depuis tout petit. Oui. La première fois fois où c'est une personnalité incroyable. Ouais. On est d'accord. Ouais. La première fois où je suis allé sur un plateau de télévision, c'était mes parents qui m'avaient emmené sur le Big Deal. À l'époque, c'était... On a tous la même référence. Voilà. Et ça, c'était... j'étais fan de Vincent, et en plus,
des coulisses de télévision. Donc là, c'était le cadeau, le plus beau cadeau qu'il puisse me faire, c'était de m'emmener là-bas. Et du coup, j'ai toujours été fan de Vincent Lagaffe et de lire ce livre, ça m'a touché. Et puis, c'est touchant, mais en étant drôle dans sa façon de parler, en fait. Merci beaucoup, Laurent. Merci beaucoup à toi et puis longue vie à ton podcast Parcours de choix. C'est gentil, merci. Merci à vous d'avoir écouté cette aventure. J'espère que l'histoire de Laurent vous aura inspiré et donné envie de vous investir vous aussi à fond dans vos projets. En attendant, suivez-nous et abonnez-vous à l'émission Parcours de choix sur toutes les plateformes podcast. Et pour découvrir les visuels de l'émission et les rencontres à venir, rendez-vous sur Instagram, X, Facebook et LinkedIn. Et moi, je vous dis à dans 15 jours.